cette nouvelle édition du journal télévisé de ProRussian.tv. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Rendez-vous qui a pu être tenu grâce à votre soutien financier. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par les médias dominants, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, affaire Morel, une illustration parfaite de la Hollandie entre passe-droit et déconnexion du pays réel. Réforme territoriale quand Valls découvre les vertus des patries charnelles 40 ans après les régionalistes. Didier Pat, président du mouvement normand, sera notre invité en duplex des studios de TV Normandie Channel. Le président Poutine en ligne directe avec la Russie, une 12e édition, toujours sans langue de bois. Ukraine, il n'y a plus d'état de droit à Kiev, la solution fédéraliste doit s'imposer très vite. C'était notre titre de la semaine dernière. Ces 8 derniers jours ont encore donné raison à la diplomatie russe. Une conférence internationale à Paris sous l'égide de l'UNESCO, de l'agence TASS et du dialogue franco-russe sur le thème de la Première Guerre mondiale, culture et mémoire. La diplomatie européenne devrait parfois s'inspirer de son passé prestigieux plutôt que de courir derrière Washington. Algérie est de 4 pour Bouteflika, réélu par les Algériens qui lui font confiance pour ne pas être les prochains sur la liste après l'Irak, la Libye et la Syrie. Syrie, la Hollandie accueille ses journalistes enlevés par les amis de Laurent Fabius pendant que Bachar al-Assad fête Pâques avec les chrétiens libérés d'Aloua. Prieuré de l'Échine, un grand margot russe à ses origines. Coïncidence ou pas, la libération inespérée des 4 journalistes français arrive au moment même où François Hollande et surtout son nouveau super Premier ministre Manuel Valls sont visés par un scandale qui n'a pas encore de nom. Une affaire qui a déjà fait une première victime en la personne du conseiller même du président, sa principale plume, un dénommé Aquilino Morel, qui a été contraint de démissionner. Selon le site Mediapart, qui s'est spécialisé dans le flingage sur commande de certaines personnalités, l'intéressé serait au cœur d'un conflit d'intérêts pour avoir notamment travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques alors qu'il était rattaché à l'inspection générale des affaires sociales. L'ancien conseiller de François Hollande et du groupe de communication Euro-RSCG, accessoirement Young Leaders de la French American Foundation, s'en est défendu, arguant qu'il n'a cherché qu'à offrir ses services afin de faciliter le contact entre les bons interlocuteurs au sein du comité économique des produits de santé. Que ces pratiques sont ainsi joliment enrobées. Cependant, selon le code pénal français, ces activités pourraient s'apparenter à une prise illégale d'intérêt. François Hollande, qui n'est pas particulièrement connu pour son courage et sa franchise, était opportunément en déplacement lorsque le scandale a éclaté officiellement. Encore une coïncidence heureuse pour le président le plus impopulaire de la Ve République, qui continue de chuter dans les sondages avec une cote de popularité à seulement 18%. Alors que dans le même temps, la cote de popularité de Manuel Valls atteindrait 58%, soit une différence de 40 points d'écart avec le président. Il arrive parfois aux Français, en manque de points sur leur permis de conduire, de trichouiller avec un ami pour lui faire endosser ses propres fautes. Il en va de même pour M. Bricolage qui sait que sa légitimité à gouverner fond comme neige au soleil. C'est donc à Manuel Valls, le chargé des basses œuvres, que le dossier a été confié afin de dénouer l'affaire pour un gouvernement déjà arrivé en fin de course. Sa cote de popularité peut bien en effet encaisser une baisse de quelques points. Plus sérieusement, il convient de noter que cet état de fait risque surtout de ruiner le fonctionnement des institutions. La Ve République était faite pour un président fort et un gouvernement qui suit. Si le gouvernement se renforce contre le président, l'instabilité pourrait redevenir une réalité politique française. Si le premier tour de la présidentielle de 2012 avait lieu aujourd'hui, le score de François Hollande serait de seulement 19%. Fait inédit, ce sondage laisse présager que le président sortant n'atteindrait même pas le second tour. Encore un point commun que M. Bricolage partage avec Lionel Jospin, qui avait comme personnel le même Aquilino Morel. Dans tous les cas de figure, François Hollande serait platement battu contre n'importe quel candidat au second tour. Des résultats désastreux pour le président de la République à peine 2 ans après son élection, et dire qu'il en reste encore 3. Et pour être remplacé par qui? Car cette affaire n'est pas seulement symptomatique du trafic d'influence qui existe dans l'exercice d'un pouvoir sans morale. Il est aussi caractéristique de l'hypocrisie mensongère d'une certaine classe politique, tout parti confondu. De tous bords, c'est à qui vilipendera le plus celui qui sera tombé sur commande, tout en dissimulant ses propres petites affaires,
en croisant les doigts pour ne pas être le prochain. Car tous ces messieurs-dames sont en cheville et sont tenus, d'une manière ou d'une autre, avec de petits arrangements que l'on ressort au gré des affaires. La chute de l'un d'entre eux sert parfois certains intérêts politiques, mais permet surtout de maintenir l'illusion d'une justice. La République française semble avoir remplacé la devise de liberté, égalité et fraternité par le 2 poids 2 mesures, selon que vous servirez un camp ou un autre. Nul n'a cherché à demander des comptes à droite, par exemple, à l'ex-ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, pharmacienne de formation et ancienne visiteuse médicale, en relation donc avec les groupes pharmaceutiques. Qui se souvient encore de la campagne massive de vaccination contre la grippe après la psychose organisée autour des exceptionnels cas de grippe porcine aviaire? Rappelez-vous l'achat massif par le gouvernement français de doses périmées d'un vaccin inutile. Personne n'a cherché à savoir non plus où sont passés les centaines de millions d'euros dépensés en pure perte durant la crise financière. Alors laissons le mot de la fin à Aquilino Morel lui-même, qui lors d'une tribune dans un quotidien français avait écrit en 2010, je cite, « La question de la compatibilité entre l'argent et la gauche renvoie ici à celle de la distance, en l'occurrence la distance qu'il faut savoir mettre lorsqu'on est un responsable politique de gauche entre soi et l'argent. Cela veut dire que dans la relation inévitable que nous entretenons tous avec l'argent, il faut savoir conserver une distance, la distance qui permet de rester libre, libre de ses appréciations, de ses choix, de ses décisions. » Fin de citation. On en pleurerait tellement c'est beau. Seulement, entre les chaussures de Morel, les montres de Drey, les costards de Julliard et le compte en Suisse de Cahuzac, ce gouvernement, comme les précédents, incarne au final le même système hypocrite et corrompu qui gangrène la société française. Et pendant ce temps-là, la France continue sa dérive et tout le monde s'en fout. Ce n'est pas la partie la plus emblématique du discours d'investiture d'Emmanuel Valls, tant les préoccupations des Françaises sont ailleurs. La réforme du fameux millefeuille territorial est sans aucun doute en bas du tableau des urgences du Kidam moyen, derrière l'emploi, la sécurité, l'immigration ou encore la santé. Pourtant, ce millefeuille illustre à lui tout seul le mal français. En multipliant les strates, on dilue les responsabilités, on multiplie les financements croisés, les emplois territoriaux et donc la masse des fonctionnaires à la charge des contribuables, sans pour autant diminuer les impôts nationaux ou la masse de la fonction publique d'État. C'est une course en avant vers l'inefficacité, la corruption et le gaspillage. Communes, communautés de communes, intercommunalités, communes-cantons, cantons, pays, arrondissements, départements, agglomérations, régions, la majorité de ces strates ne sont pas élues mais désignées. Rares sont celles qui représentent des bassins de vie, des communautés ou des identités réelles. Si les communes et les départements français sont inscrits dans l'histoire de France depuis plus de 200 ans, les autres sont des créations d'une république en perte de vitesse et de légitimité. Même les régions répondent à un schéma technocratique, et rares sont celles qui représentent une communauté identitaire clairement identifiée. La Corse, l'Alsace, la Picardie peuvent répondre à des identités identifiées. Mais quid, par exemple, de la Normandie ou de la Bretagne ? La Bretagne a été amputée du département de la Loire-Atlantique dans les années 40. Depuis, les Bretons n'ont eu de cesse de réclamer, plus ou moins calmement, l'intégrité de la Bretagne. Et c'est encore ce qu'ils ont fait ce samedi 19 avril dans les rues de Nantes avec une très forte mobilisation. Une quinzaine de milliers de manifestants, toutes couleurs politiques confondues, drapeaux bretons et bonnets rouges fièrement portés pour pouvoir vivre, travailler et décider au pays. Une affirmation d'identité bretonne que la France ne semble plus en mesure de leur permettre. Pour Christian Troadec, figure de proue des bonnets rouges et maire d'hiver gauche de Carhaix, l'ordre du jour est clair. Aujourd'hui, la France est l'État le plus centralisé d'Europe. Il est temps qu'on puisse, nous en Bretagne, avec 4,5 millions d'habitants, se retrouver au même niveau que les régions européennes, comme les Länder allemands, comme les grandes provinces espagnoles, l'Écosse, le Pays de Galles. Longtemps mis au point mort par des potentats locaux, frileux de perdre des postes de président avec moins de conseils à présider, la réforme territoriale est toujours contestée par les ténors locaux, mais elle a désormais un allié de poids avec un État central qui n'a plus les moyens d'entretenir une telle cour. Autre quête d'identité, la Normandie. Elle a été divisée en deux demi-régions, la Haute et la Basse Normandie, pour faire deux fiefs sur mesure à des potentats locaux des années 70. Jean Le Canuet à Rouen et Michel d'Ornano à Caen. Des régions sans poids administratif ni économique au 17 et 18e rang sur 22 dans le classement des régions. Alors que réunie, la Normandie serait la 5e région de France, d'un poids proche des Länder allemands.
Face à cette division purement administrative et négationniste, une organisation régionaliste a vu le jour et réclame depuis 40 ans non seulement la réunification de la Normandie, mais une plus grande régionalisation et une simplification du millefeuille administratif. Nous sommes en ligne avec son président fondateur, Didier Pat. Monsieur Pat, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur vos plateaux de TV Norman Channel, votre chaîne de télévision normande. En tant que président d'un mouvement régionaliste normand présent sur la scène politique depuis 1969, quel regard portez-vous sur la réforme territoriale que vient de proposer Manuel Valls? Cela pourrait être un aboutissement. En effet, depuis 1969, la France s'interroge sur ses institutions, sur la réforme territoriale qu'avait proposée le général de Gaulle, et depuis, il y a eu les lois de Gaston Defferre, puis l'acte 3 de la décentralisation. Bref, on en arrive au bout, et maintenant, il convient de trouver la solution, ou les solutions. Manuel Valls, poussé par la nécessité de faire des économies, notamment sur le millefeuille territorial qui coûte excessivement cher, fait des propositions, et des propositions qui peuvent être intéressantes. Il propose de réduire le nombre des régions à 10, 12, et d'autre part, de revoir la question des départements. C'est donc tout à fait positif comme initiative. Maintenant, il s'agit de savoir comment les choses vont se passer, d'autant que Manuel Valls a lancé cette opération en donnant un calendrier. Et c'est la première fois que la chose est ainsi présentée. Donc, on devrait trouver une solution dans les années à venir et dans un laps de temps relativement court, puisqu'on parle de 2017, pour trouver la solution, au moins pour les régions. Le découpage qui est proposé vous satisfait-il? Est-ce que pour vous, il répond à la nécessité de réduire le millefeuille administratif français? Et autre question, êtes-vous pour la suppression des départements? En fait, vous me posez plusieurs questions en une seule. Le nombre des régions d'une part, avec leur fusion éventuelle, la suppression des départements d'autre part. Alors, sur le premier point, à savoir la réduction du nombre des régions, ce que propose le Premier ministre est intéressant, en ce sens qu'il propose de diviser par deux le nombre actuel des régions. Il y en avait 22 en France métropolitaine, on en aurait 11, 12, 15, la question est encore en suspens. D'autre part, la question des départements, ce n'est pas tellement une suppression des départements vers laquelle nous allons. On va vers la suppression du conseil départemental, nouveau nom que l'on donne au conseil général. Je reviens sur le premier point. 10, 12, 15 régions, ça signifie quoi? Ça signifie que l'on va fusionner certaines régions, par exemple Bourgogne et Franche-Comté, Haute et Basse-Normandie, voire Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, déjà plus compliqué à faire. On propose aussi de fusionner Rhône-Alpes et Auvergne, et là, ça devient nettement plus complexe et beaucoup plus technocratique. Et le comble de la technocratie, c'est la création de la région Sud-Ouest, qui représenterait l'actuelle Aquitaine, plus le Limousin, plus Poitou-Charentes, plus la Vendée. C'est un énorme morceau dont on ne voit pas tout à fait la cohérence, sinon le fait que ce serait une région située au sud-ouest de la France. Bien entendu, il préconise aussi
la Bretagne a 5 départements, et cela a pour conséquence la suppression actuelle des actuels Pays de la Loire, qui serait remplacée par une région nettement plus grande, mais plus typée, la région du Val-de-Loire, avec le centre et le reste des départements des actuels Pays de la Loire. Bref, la proposition qui est faite par Manuel Valls est intéressante. Tout dépend de la manière dans laquelle on va aller pour y trouver une solution. En ce qui concerne les départements, c'est un petit peu différent. Le gouvernement ne propose pas la suppression des départements, mais la suppression des conseils départementaux. C'est-à-dire que les départements n'auraient plus une existence électorale, juridique, tout ce que vous voulez, sauf pour certaines compétences, telles que la compétence sociale, qui effectivement doit être gérée de façon plus proche des citoyens. Cette solution, qui s'apparente d'ailleurs à la solution qui avait été proposée par l'ancien gouvernement Sarkozy-Fillon, à savoir la suppression des conseillers généraux et le remplacement par des conseillers territoriaux. Ça avait été d'ailleurs refusé aussitôt que la gauche était arrivée au pouvoir, et donc on le remet sur le tapis, a un avantage, c'est qu'on supprime la clause de compétence générale et on fait en sorte que chaque échelon ait des compétences bien définies, bien spécialisées, et par conséquent qu'il n'y ait plus ce méli-mélo qui aboutit à des résultats plus que complexes, abscons, incompréhensibles pour les citoyens. Alors, lorsque le gouvernement propose la suppression des conseils départementaux, certaines personnes pensent qu'on pourrait les remplacer par des entités plus petites, à savoir les pays, c'est-à-dire la réunion de plusieurs communautés de communes, qui là seraient vraiment proches des citoyens. Mais tout cela, c'est pas encore bien pensé, bien exposé. La question est posée, et c'est ça qui est intéressant. Certains présidents de régions socialistes renaclent déjà à la proposition et proposent des fusions étonnantes, comme le rattachement de la Picardie à la Haute-Normandie, par exemple. Pourquoi, selon vous, cette volonté de nier l'histoire, voire même de nier les identités qui composent la France? Il faut partir de l'idée qu'actuellement, la plupart des régions sont dirigées par des barons socialistes. Et par conséquent, dès l'instant où vous parlez de supprimer quelques régions, ça supprime aussi quelques présidents de régions socialistes. Aussi, il ne faut pas être tout à fait étonné de voir la réticence des barons à la proposition de leur propre gouvernement. Et cela, c'est assez amusant à observer. Pour faire face à cette proposition de Manuel Valls, les barons ont deux méthodes. La première, c'est de dire on ne changera rien. Ça, évidemment, ça fait 30 ans, 40 ans que cela dure, et je crois qu'il arrive un moment où il faut trouver une solution. L'autre méthode est beaucoup plus subtile, ça consiste à dire oui, ce que vous nous proposez, c'est pas 10 régions ou 12 régions qu'il faudrait, c'est 8 régions, c'est-à-dire de faire des grands trucs du genre Grand Ouest, Grand Est, Grand Nord-Ouest, et c'est ainsi que pour la Normandie, on admet du bout des lèvres que bon, il faut réunifier la Haute et la Basse Normandie, mais on veut y adjoindre la Picardie, laquelle Picardie d'ailleurs avait été proposée par Manuel Valls à la région Nord-Pas-de-Calais. Bref, la Picardie, tout le monde la veut.
y compris la région parisienne, qui veut récupérer le département de l'Oise, voire Champagne-Ardenne qui voudrait récupérer l'Aisne, et la Somme qui est finalement la seule pomme de discorde entre le Nord et la Normandie, où ira la Somme. Or, la Picardie n'a rien demandé. Elle a demandé à être reconnue en tant que telle et aller entièrement vers une fusion soit avec le Nord, soit avec une autre région. Alors, en ce qui concerne la Normandie, on peut très bien envisager effectivement la réunion de la Normandie, de la Picardie, pourquoi pas du Maine, et faire une énorme éco-région, euro-région, les termes, tout le monde emploie des termes nouveaux qui ne veulent pas dire grand-chose. La réalité des choses, c'est que si on n'a pas été capable, pour l'instant, de réunifier la Normandie, vous voyez ce que seront les difficultés pour faire une énorme région qui n'aurait aucune cohérence, aucune consistance et aucune identité réelle. La Picardie a une identité, la Normandie a une identité. Il est évident que Normandie-Picardie, ce n'est pas une identité, c'est une double identité et qui ne correspond pas ni à l'histoire, même pas à la géographie, parce que l'Aisne, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec le département de la Manche ou des trucs comme ça. Donc, on voit bien que ces propositions sont en fait une fausse réponse à la question posée par le gouvernement, par les barons socialistes qui refusent toute évolution. Alors, d'autres, pour ne pas faire cette réunification normande, soulèvent un problème qui semble assez secondaire, celui de la capitale de la Grande Normandie. Alors, c'est Rouen ou c'est Caen? Oui, alors comme d'habitude, on pose un préalable. Oui, mais quelle sera la capitale de la nouvelle région normande s'il y a réunification? Rouen, Caen, d'autres disent autre chose, Le Havre, n'importe quoi. Bref, ça c'est le préalable pour empêcher la fusion de la Haute et de la Basse Normandie. Le problème, encore une fois, est mal posé. Pourquoi? Parce que la Normandie est polycentrique, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont relativement importantes, mais pas déterminantes, comme par exemple Toulouse avec le Midi-Pyrénées. Nous avons plusieurs villes qui ne sont pas peut-être de la même importance, mais qui n'ont pas, par elles-mêmes, une vocation à représenter l'ensemble. Alors aujourd'hui, la question se pose évidemment avec la création de la métropole de Rouen, Normandie, Rouen Seine-Normandie, on ne sait même pas quel nom on va lui donner. Mais il n'empêche quand même que ça va devenir une métropole puisqu'il y a plus de 500 000 habitants et en face de cela, un pôle métropolitain de l'estuaire autour du Havre et de Caen se constitue ou veut se constituer malgré les manœuvres de certains pour l'empêcher. La question est encore une fois mal posée. La Normandie doit avoir comme leader citadin un ensemble constitué par Rouen, l'agglomération de Rouen, l'agglomération du Havre, l'agglomération de Caen. Il ne s'agit pas de refaire l'opération Normandie Métropole, mais de constituer un ensemble métropolitain cohérent où l'on répartirait les fonctions entre Rouen, Caen, voire Le Havre. Alors, quelle proposition précise pourrait-on faire? Eh bien, l'État de toute origine, de toute époque, a toujours considéré Rouen comme étant le lieu où l'État est représenté en Normandie. Donc, le préfet de région, indiscutablement, est à Rouen. Ça a été le cas notamment à la Libération.
population lorsqu'il s'agissait de faire des commissaires de la République. Le commissaire de la République qui avait vocation sur les 5 départements résidait à Rouen. Mais le problème, c'est que Rouen n'est pas tout à fait au centre de la Normandie et que Caen est bien placé, notamment pour les déplacements des élus, et rien n'empêcherait que l'on mette le conseil régional à Caen. D'autre part, il est certain que la ville la plus dynamique et certainement celle qui a le plus d'avenir dans son développement, c'est Le Havre. Je ne serais pas surpris de voir Le Havre revendiquer des sièges de direction régionale telles que celles qui concernent l'export, qui concernent les ports, etc. Voilà, si vous voulez, une réponse équilibrée à la question « Faut-il une capitale ?» Oui, si l'on considère qu'il y a nécessité d'avoir un centre. Ce centre, il est polycentrique en Normandie parce que nous sommes une région où il n'y a pas de très très grandes villes, et même Rouen tout seul, même Rouen métropole, est trop proche de Paris pour pouvoir à lui seul répondre à la concurrence de Paris. Merci Monsieur Pat. La situation en Ukraine, le rattachement de la Crimée, les sanctions occidentales, les relations avec l'Europe et les États-Unis, tels sont les sujets évoqués jeudi par le président russe Vladimir Poutine lors de sa 12e séance annuelle de questions-réponses. En près de 4 heures, le chef de l'État russe a répondu à 81 questions, dont 35 ont porté sur la crise politique en Ukraine et l'entrée de la Crimée dans la Fédération de Russie. Un exercice de style auquel se soumet Vladimir Poutine depuis 2001, qu'il soit président ou Premier ministre, hors période électorale. Cette année, les habitants de la péninsule récemment rattachés à la Russie ont participé pour la première fois à l'émission. Parmi ceux qui ont posé des questions au chef de l'État russe figurait également l'ex-agent des services secrets américains, Edward Snowden, qui a demandé à Vladimir Poutine si la Russie pratiquait une surveillance électronique totale. Évoquant les origines de la crise ukrainienne, Vladimir Poutine a rappelé que le président Viktor Yanukovych avait accepté de tenir des élections législatives anticipées et de rétablir la constitution de 2004 qui accordait des pouvoirs supplémentaires au Premier ministre au détriment de ceux du président. Comme l'a affirmé le président russe, je cite, « Il a accepté d'organiser une présidentielle anticipée en décembre prochain. Si on lui avait demandé, il aurait, à mon avis, accepté au bout du compte de tenir ce scrutin dans un délai d'1 ou d'1 mois et demi. Mais dès qu'il a rappelé la police de la capitale, un coup d'État a été perpétré. » Fin de citation. Il a également rappelé que Viktor Yanukovych avait signé l'accord du 21 février avec l'opposition en présence des chefs de diplomatie allemande, française et polonaise, et qu'il considérait que cet accord serait respecté. Cet aspect de la crise ukrainienne, sciemment passé sous silence par les médias occidentaux, en dit long sur la valeur de la parole donnée ou des accords signés par les chancelleries européennes. Force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'honneur dans la caste des Fabius et compagnie. Selon M. Poutine, la volonté de brouiller la Russie et l'Ukraine s'observe depuis longtemps dans la politique internationale. Comme il l'a indiqué, je cite, « Telle est la politique contemporaine de division, de séparation, d'affaiblissement de l'une et de l'autre composante de ce même et seul peuple. Cette politique se poursuit toujours. » Fin de citation. Évoquant la situation prévalant dans l'est de l'Ukraine, le chef du Kremlin a qualifié de criminelle la décision des nouvelles autorités de Kiev d'utiliser des chars et des avions pour réprimer les protestations populaires. Il a estimé, je cite, qu'au lieu de prendre conscience du fait que quelque chose n'allait pas bien en Ukraine et d'engager un dialogue, ils sont allés jusqu'à envoyer des chars et des avions contre la population civile. Il s'agit d'un nouveau crime très grave des dirigeants actuels de Kiev. Fin de citation. Répondant aux pays occidentaux qui reprochent à Moscou d'avoir envoyé des troupes dans l'est de l'Ukraine, le président russe a déclaré « C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas d'unité russe dans l'est de l'Ukraine. Il n'y a pas de services spéciaux ni d'instructeurs. Ce sont uniquement les citoyens locaux. » Fin de citation. On ne peut d'ailleurs pas en dire autant des pays occidentaux puisque l'on sait désormais que la CIA y est présente, que des mercenaires des agences de sécurité privées américaines sont sur place et que certains activistes de Maïdan ont été formés par les services spéciaux polonais.
De nombreuses questions posées au chef de l'État russe ont porté sur la Crimée. Tout en reconnaissant que des militaires russes avaient épaulé les forces d'autodéfense de la péninsule lors de la préparation du référendum, Vladimir Poutine a souligné que la Russie avait réuni les conditions pour le libre choix des personnes vivant en Crimée. Quant à la décision de se rattacher, les gens l'ont prise eux-mêmes. Il a dans le même temps indiqué que la Russie n'avait jamais envisagé d'annexer la Crimée. Mais il a ajouté, je cite, « Cependant, nous avons toujours espéré voir les ressortissants russes et les Ukrainiens russophones vivre dans des conditions confortables sans être discriminés. » Le chef du Kremlin a également fait savoir que la Russie s'apprêtait à adopter un décret sur la réhabilitation des Tatars de Crimée, des Arméniens, des Allemands, des Grecs et d'autres peuples victimes des répressions staliniennes, en indiquant, je cite, « Nous devons tout faire pour que l'adhésion à la Fédération de Russie soit associée avec le rétablissement des droits et des intérêts légitimes des Tatars de Crimée. » Les autorités russes envisagent en outre de stimuler l'industrie et l'agriculture en Crimée, ainsi que de moderniser les infrastructures balnéaires de la péninsule. Car comme l'a affirmé le président russe, force est de constater qu'en 2013, la production agricole en Crimée a chuté de 60% par rapport à 1990. Les infrastructures balnéaires criméennes connaîtront un développement intense elles aussi. Comme l'a constaté Vladimir Poutine, la base matérielle et technique des centres de vacances, des sanatoriums et des stations balnéaires s'est considérablement dégradée. Vu les normes sanitaires et épidémiologiques russes, certains de ces établissements ne peuvent pas être utilisés pour héberger les gens. C'est donc un immense chantier de modernisation de toutes les infrastructures de Crimée qui devra être lancé ces prochaines années. D'autres questions ont porté plus largement sur l'international et la place de la Russie dans le concert des nations. La force armée n'étant pas un facteur déterminant en géopolitique, la Russie choisit la voie du renforcement du droit international. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Évoquant les relations entre Moscou et les capitales européennes, le président a fait remarquer que la Russie ne cherchait pas à compromettre ses relations avec l'Europe. Il a dans le même temps espéré que les partenaires européens de la Russie ne le voulaient pas non plus. L'attitude de Matamor d'un Fabius, chef de la diplomatie française, ne doit cependant pas être de nature à rassurer la diplomatie russe. Interrogé sur l'élargissement de l'OTAN, Vladimir Poutine a fait remarquer que cette tendance ne faisait pas peur à Moscou. Je cite, « Nous n'avons pas peur, mais nous devons nous baser sur les réalités et évaluer sobrement la situation. » Il a dans le même temps mis en garde les États-Unis contre le déploiement de leur système de défense antimissiles en Europe en déclarant, je cite, « Si l'on déploie ces éléments en Europe, nous serons bien obligés d'y répondre et nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. C'est un redéclenchement de la course aux armements. À quoi bon? Il vaut mieux aborder ce problème autrement et s'il y a des menaces balistiques, résoudre ces questions en commun. » Fin de citation. Il a également souligné que la Russie n'avait pas l'intention de créer une alliance militaire et politique avec la Chine en déclarant, je cite, « Nous n'envisageons pas de créer une alliance militaire et politique avec la Chine. À mon avis, la conception du monde divisé en blocs est dépassée. » Il a néanmoins précisé que les relations russo-chinoises resteraient un facteur décisif de la politique mondiale et influeraient sur l'architecture moderne des relations internationales. Plusieurs problématiques internes à la Russie ont été également abordées lors de cette séance annuelle de questions-réponses avec la population. L'une d'entre elles a obligé le président russe à parler un peu de lui, pourtant peu coutumier du fait, notamment lorsqu'il a présenté sa façon de prendre les décisions. L'essentiel, selon lui, est de prêter l'oreille aux différents avis formulés par ses collègues. Je prête toujours une oreille attentive aux opinions de mes collègues. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, je leur donne néanmoins la possibilité de s'exprimer. Il a également précisé « Avant de prendre une décision, je reviens encore une fois sur le problème examiné en citant nécessairement un avis qui diffère de l'opinion exprimée par la majorité. » Il estime que cette technique de prise de décision convient le plus à un responsable d'État. C'est même la traduction politique de notre devise à ProRussia.tv. La vérité n'est jamais tout entière du même côté. La tension monte encore d'un cran en Ukraine où les milices de Pravi Sector ont attaqué un poste de contrôle de Slaviansk. Recyclés en garde nationale par les putschistes de Kiev, devant le nombre important de militaires qui refusent de tirer sur leurs concitoyens, les miliciens de Pravi Sector essaient de faire capoter les discussions imposées par Moscou sur la nécessaire fédéralisation de l'Ukraine. Devant la haine russophobe des politiciens qui ont pris le contrôle des institutions ukrainiennes après Maïdan, les déclarations délirantes d'une Lula et Tymoshenko,
appelant à exterminer les russophones d'Ukraine, c'est désormais la seule garantie institutionnelle des droits de la majorité des habitants des régions de l'Ukraine de l'Est. C'est aussi la seule solution pour ne pas voir l'Ukraine disparaître et pour qu'elle garde sa souveraineté. Il est évident que si les populations de tout l'Est de l'Ukraine, près de la moitié du pays, ne sont pas certains de vivre en paix, que leur liberté et que leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis par Kiev, alors ils se mettront sous la protection de la Fédération de Russie. Il est paradoxal de voir les chancelleries occidentales accuser la Russie de jeter de l'huile sur le feu dans les régions russophones, alors que l'instabilité vient de l'illégitimité du pouvoir à Kiev. Un pouvoir qui ne peut se reposer sur aucune force légale, que ce soit la police ou l'armée, et dès lors qui est otage des milices les plus extrémistes qui ont fait le coup d'État de Kiev. Tant que ces milices ne seront pas désarmées et mises hors d'état de nuire, en incapacité de mener des raids mortels comme celui de Slaviansk, alors les habitants de Slaviansk, de Donetsk ou d'Odessa continueront de s'armer pour se protéger, même si elles font preuve de retenue et d'une volonté de calmer le jeu, comme lorsqu'elles ont rendu les blindés capturés sans mort aux forces ukrainiennes. Il semble maintenant évident que les seuls à vouloir une désescalade, une normalisation en Ukraine, soient les russophones, appuyés par la diplomatie russe qui, dès le début, promeut une solution pacifique. Et c'est aussi pour cela que les sanctions prises par les chancelleries occidentales contre la Russie commencent à se retourner contre elle. Les chancelleries occidentales sont restées avec un schéma de pensée totalement dépassé, comme l'a souligné Alexandre Artamanov de la rédaction française de Rossiya Segonia. Je cite, « La Russie a su passer ses épreuves dans le domaine de la souveraineté industrielle. Ce n'est plus l'État moribond et gâteux qu'était l'URSS, mais un pays fort, aguerri, avec une économie militaire et civile bien développée, puisqu'il y a même des exportations massives de produits agroalimentaires, d'électricité, d'aluminium et même de machines et outils en direction de l'Asie, de l'Amérique latine et des pays arabes. Il y a une autosuffisance de l'ensemble accouplée avec un pragmatisme monétaire à 100 lieues de la politique insensée soviétique où il suffisait de se dire communiste pour avoir accès à des donations de matériel et de denrées de la part d'un État idéologiquement sous-développé. En outre, la Russie d'aujourd'hui possède encore un produit qui manque cruellement à sa voisine l'Europe. L'idéologie religieuse et les valeurs traditionnelles de la nation, de la patrie, de la famille dont les Français sont si nostalgiques en leur fort intérieur. Alors, on verra bien qui pourra vivre sans qui et au prix de quelle pénurie et privation. » Fin de citation. En France, c'est le dialogue franco-russe qui se fait l'écho des inquiétudes des entrepreneurs, des élus et des diplomates français qui regardent avec étonnement et inquiétude le suivisme de la diplomatie française à l'égard de Washington. Un suivisme qui se traduit généralement par une surenchère. Cette association, fondée en 2004 par les présidents Chirac et Poutine, coprésidée depuis 2012 par Vladimir Yakounine, président des chemins de fer russes, et Thierry Mariani, député et ancien ministre, l'association est devenue aujourd'hui un instrument majeur de communication directe entre l'élite politique, économique et culturelle des deux pays. Elle est dirigée dans les faits par le prince Troubetskoy. Elle est un haut lieu de la diplomatie parallèle, la plus constructive entre nos deux pays. À l'issue de son assemblée générale du 16 avril dernier, l'association a publié un communiqué faisant part, je cite, de leur profonde inquiétude vis-à-vis des événements dramatiques survenus en Ukraine, ainsi que des conséquences graves que ceux-ci pourraient avoir pour la coopération russo-française et l'ensemble des rapports entre la Russie et l'Union européenne. En effet, nous considérons qu'adopter de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie et de ses représentants va à l'encontre des intérêts fondamentaux des peuples de ces deux pays. Ces sanctions économiques contre la Russie pourraient entraîner en France la disparition d'emplois par la remise en cause de contrats importants qui, en ces temps de crise économique, sont vitaux pour de nombreuses entreprises françaises. Fin de citation. Le communiqué du dialogue franco-russe rappelle au passage que la France est le 3e investisseur étranger en Russie et que 1200 entreprises françaises y sont implantées. Le communiqué se poursuit en estimant, je cite, que l'introduction de nouvelles sanctions compromettrait l'espoir de voir le développement des investissements russes en France et nuirait à l'attractivité de la France auprès des touristes russes venant chaque année dans ce pays. Enfin, ces sanctions auraient un impact non négligeable sur l'image de la France en Russie en portant atteinte à la volonté des citoyens russes qui souhaitent apprendre la langue française et entraîneraient des conséquences négatives à long terme pour le développement des relations russo-françaises. Fin de citation. Fort de leur
leur représentativité, rappelant que l'association Dialogue franco-russe, qui rassemble en son sein les représentants des milieux d'affaires et de la société civile des deux pays, a été créée pour contribuer pleinement au développement des liens d'amitié et de partenariat de ces deux États, alliés pendant les deux guerres mondiales et partageant en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU une responsabilité particulière pour le destin de la paix et de la sécurité nationale. Les membres du dialogue franco-russe interpellent directement le gouvernement français. Je cite encore, « Les membres du dialogue franco-russe demandent au gouvernement français d'éviter une politique tendant à la confrontation avec la Russie qui se révélerait lourde de conséquences pour la paix internationale. Depuis la fin de la guerre froide, le monde ne s'est jamais trouvé si proche d'une nouvelle catastrophe. Les membres du dialogue franco-russe s'adressent à toutes les forces politiques d'Ukraine ainsi qu'au gouvernement actuel de ce pays, avec lequel la Russie et la France sont liés par des liens anciens et solides, pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires afin d'amorcer un dialogue national pour faire sortir le pays de la crise très profonde qu'il traverse, en garantissant à toutes les régions et à tous les citoyens d'Ukraine, quelle que soit leur origine, des droits équitables pour un développement paisible et harmonieux. » À la fin du communiqué, les membres du dialogue franco-russe s'adressent au gouvernement russe pour que celui-ci œuvre afin de trouver une solution pacifique dans l'intérêt de tous. Reste à savoir si le gouvernement français saura entendre l'élite de l'économie française alors qu'il a été sourd à son peuple, que ce soit lors de la manif pour tous, des bonnets rouges, des jours de colère ou tout simplement lors du dernier scrutin électoral. Malgré les menaces de sanctions proférées contre la Fédération de Russie, le président de la Douma d'État, Sergueï Narychkine, était cette semaine à Paris pour présider une table ronde internationale ayant pour thème la Première Guerre mondiale, culture et mémoire. Accompagné de nombreuses personnalités russes, élus, journalistes et scientifiques, il a animé des débats entre spécialistes du premier conflit mondial sur les nécessités de préserver intact le patrimoine historique et les leçons à tirer du premier conflit mondial. Surtout en cette année de centenaire commémorant un événement aussi marquant pour l'humanité et qui préfigurera le second conflit mondial qui devait modeler le monde moderne que nous connaissons tout en signant le retrait temporaire de l'Europe comme puissance dominante puis sa soumission au profit des États-Unis. Cette journée de rencontre organisée par l'UNESCO, la Société historique de Russie, l'ambassade de la Fédération de Russie, le Centre de Russie pour la science et la culture, l'agence TASS et avec la participation du dialogue franco-russe, a permis à des universitaires internationaux responsables de recherche historique et acteurs œuvrant au développement de liens d'amitié entre la France et la Russie d'échanger durant une journée. La Fédération de Russie a d'ailleurs fêté ses 60 ans d'adhésion et de collaboration avec l'organisme international que représente l'UNESCO, véritable Croix-Rouge de la culture et du patrimoine de l'humanité. La Première Guerre mondiale a ceci de singulier pour l'Europe qu'elle signe le début de la guerre industrielle, ravalant l'homme après la technique. Chaque nation y ayant participé a une perception différente de la tragédie en fonction de la sensibilité et de la souffrance endurée. Elle a été l'événement marquant du début du XXe siècle. Vu son ampleur internationale ainsi que les millions de morts qu'elle provoqua, elle a traumatisé des générations entières d'Européens qui espéraient que plus jamais ils n'auraient eux-mêmes ou leurs enfants à subir une telle tragédie. On sait malheureusement ce qu'il advint quelques années plus tard en raison des conditions imposées par les vainqueurs et des politiques menées contre les vaincus. L'Europe, de par son histoire tragique en la matière, est normalement vaccinée de toute volonté de nouvelle guerre mondiale et se doit de préserver la paix. L'enseignement de l'histoire est primordial pour apprendre du passé afin de comprendre le présent et de prévoir l'avenir. Comme l'ont fait remarquer M. Gennady Zyuganov, chef du Parti communiste, ainsi que M. Yakounine, le coprésident de l'association Dialogue franco-russe et président des chemins de fer russes, il est troublant de constater la similarité des raisons qui ont naguère poussé, malgré elles, les nations à se faire la guerre avec la situation actuelle. Les mêmes oligarchies ont utilisé des forces visant à créer artificiellement des tensions, le conflit militaire devant être l'aboutissement de la guerre économique que livraient les puissances thalassocratiques et marchandes contre les nations continentales et industrielles. Car pour certains, les guerres sont en réalité des sorties de crise qui ne bénéficient qu'à un nombre restreint d'oligarques mondiaux. Comme l'écrivait Henri Barbus, la décision de faire la guerre devait être prise par ceux qui meurent sur un champ de bataille.
Les ressemblances entre 1914 et 2014 ne manquent pas, comme l'immense effort de propagande nécessaire pour créer une mythologie justifiant le déclenchement de la guerre. La russophobie caricaturale en cours dans les médias occidentaux et la désinformation permanente ne laissent aucun doute. Même 100 ans après et malgré le recul, on ressort même en Allemagne la thèse selon laquelle c'est l'impérialisme russe et le nationalisme serbe qui furent à l'origine du premier conflit. La guerre économique menée par l'Angleterre et les États-Unis contre toute nation européenne capable de leur disputer leur hégémonie militaire ou commerciale étant bien évidemment sciemment ignorée. Que cela soit pour le premier ou le second conflit mondial, la France et la Russie ont toujours été alliées. 2014 sera certes l'occasion de se rappeler les liens historiques entre les deux nations lors du premier conflit mondial, mais aussi de commémorer les 70 ans de l'escadrille Normandie-Niemen. De nombreuses activités historiques et culturelles seront organisées à l'initiative de la Russie et auront lieu en France, comme actuellement dans la ville de Kaliningrad où des sacrifices des troupes russes à la bataille de Gembinden ont abouti au transfert d'une partie des troupes allemandes du front ouest au front est, influençant le déroulement de la guerre. Les pages communes de l'histoire de la Russie et de la France seront présentées à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Gageons que la population française, fière de ses racines et consciente de son patrimoine, assurera la réussite de ces rencontres. Les Algériens étaient appelés à élire un nouveau président parmi 6 candidats dans un climat de tension palpable. En effet, plusieurs incidents ont été constatés durant la journée dans plusieurs villes du pays lorsque des groupes de jeunes Algériens ont saccagé des bureaux de vote, notamment au sud-est d'Alger. Des affrontements violents faisant quelques blessés ont même eu lieu avec les forces de l'ordre. Ces troubles liés aux élections se sont également exportés en France où vivent plus de 5 millions d'Algériens selon l'Association internationale de la diaspora algérienne. Des heurts qui ont éclaté la semaine dernière à Barbès entre partisans de Bouteflika et musulmans intégristes. À 77 ans, le chef de l'État algérien sortant, Abdelaziz Bouteflika, a donc remporté son 4e mandat présidentiel avec près de 81,53%, soit 8 332 598 voix pour un taux de participation relativement faible de 51,7%. Un résultat presque comparable à celui de Jacques Chirac en 2002 qui avait obtenu 82,21%. Le challenger de Bouteflika, Ali Benflis, favori des chaînes de télévision françaises, a cependant refusé de reconnaître cette victoire, parlant même de fraude massive, sans en apporter toutefois la moindre preuve. Malheureusement pour lui, les observateurs occidentaux dépêchés sur place ont validé et reconnu une tenue des élections impeccable, ne souffrant d'aucune contestation possible. Visiblement, en Algérie, avoir le soutien de l'étranger ne suffit donc pas, comme en France, à remporter les élections. Et cela, malgré que l'image du vieil homme allant voter en fauteuil roulant ait fait le tour des télévisions occidentales. Certains Algériens interrogés par la presse française ont déclaré que s'ils reconnaissaient que, comme dans la plupart des pays, la situation était loin d'être parfaite, la réalité était cependant aux antipodes des images véhiculées en Europe. Face aux critiques et aux suspicions de corruption, d'autres Algériens reconnaissent qu'à choisir entre les intégristes musulmans et l'actuel président, il vaut mieux que ce soit ce dernier, même à moitié impotent. Mais contrairement aux mythes largement répandus à dessein dans les médias occidentaux, la majorité d'entre eux déclarent se sentir libres de critiquer, de travailler, enfin quand il y a du travail, d'entreprendre ou d'aller où ils veulent. D'autres, enfin, ont choisi l'abstention, qui, comme en France, devient d'ailleurs le principal moyen d'opposition lors des élections. Pour la Russie, la récente élection présidentielle en Algérie a démontré la stabilité du système politique du pays. Cette victoire du chef d'État sortant garantit la continuation des relations mutuellement avantageuses entre les deux pays. Dans une grande mesure, l'Algérie a réussi à éviter les conséquences néfastes du pseudo-printemps arabe qui, comme on le sait maintenant, a été orchestré par l'Occident et a surtout contribué à déstabiliser ses voisins arabes, la région du sud du Sahara et le Moyen-Orient. Les enseignements de la guerre civile de 92-99 ont visiblement été retenus par les dirigeants de l'Algérie qui ont su s'appuyer sur des forces d'autodéfense et sur une société civile responsable afin d'éviter que ne se répètent les crises politiques meurtrières ne menant qu'au chaos. À la différence de ses voisins, pendant la guerre civile en Algérie, les pertes des islamistes étaient colossales et n'ont pas permis à ces derniers d'agir pendant la période du printemps arabe.
Le pouvoir algérien a compris qu'il avait échappé de peu au jeu de dupes occidental. Mais il n'a obtenu qu'un répit inespéré, car selon les plans de reconfiguration régionale mis en branle par Washington et ses alliés, l'Algérie n'a pas vocation à demeurer le seul îlot de stabilité dans la région. Le changement de régime devait s'opérer de la même manière et permettre une transition rapide sous le giron occidental ou la partition du pays. L'opération française au Mali et l'établissement d'une base militaire américaine en Tunisie, à proximité de la frontière, rappellent au pouvoir algérien que la souveraineté nationale dépend plus de l'équilibre des rapports de force que du respect du droit international ou des règles diplomatiques, surtout avec des nations qui ne s'en servent que pour tenter de légitimer leur politique néocolonialiste. Alors, si la France en a assez de payer son gaz trop cher, pourquoi ne se cherche-t-elle pas d'autres partenaires? Et pourquoi pas un partenaire russe? La reconduction du pouvoir sortant en Algérie garantit donc la stabilité du pays dans un environnement chaotique. Elle a aussi consolidé la poursuite des relations interétatiques qui existent entre l'Algérie et la Russie, notamment du point de vue économique et commercial. Ce rapprochement avec la Russie, dont la politique indépendante remporte de plus en plus de respect en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, est sans doute l'une des principales raisons pour lesquelles les autorités algériennes sont depuis quelques années de plus en plus mal considérées par les capitales occidentales. Les 4 journalistes français retenus en otage en Syrie depuis juin 2013 ont été libérés en bonne santé en dépit des conditions très éprouvantes de leur captivité. François Hollande a exprimé son immense soulagement et remercié tous ceux qui ont permis l'heureux dénouement de cette épreuve. Seulement, dans cette effusion médiatique, le président de la République française n'a pas précisé à qui s'adressaient ces remerciements. Au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au service de renseignement français, ou bien aux autorités turques qui ont retrouvé les journalistes errant dans un territoire désert? Eh bien non, pas tout à fait. Sans pouvoir l'avouer directement, à moins de confirmer la rumeur d'une rançon de près de 20 millions de dollars, François Hollande ne pouvait que remercier les autorités syriennes d'avoir œuvré à la libération des otages en augmentant la pression militaire contre les terroristes le long de la frontière turque, les contraignant à relâcher leurs prisonniers. Vu la longueur de la barbe de ces derniers, ni les amis de la Syrie, ni la pléthore de moyens de surveillance occidentaux, ni les services de renseignement français ou ceux du Quai d'Orsay n'avaient visiblement réussi à obtenir le moindre résultat jusqu'à présent. On le constate donc, les importantes opérations militaires menées depuis plusieurs semaines par l'armée nationale syrienne portent leurs fruits. L'armée syrienne prévoit d'ici la fin de l'année 2014 de reprendre le contrôle de la plupart des zones aujourd'hui contrôlées par les militants des factions opposées, comme à Alep et à Dera. Actuellement, les unités de l'armée ont repris le contrôle de la zone de Kalmoun, dans le sud, à Homs ou à Maaloula, une commune chrétienne qui était occupée par des islamistes depuis des mois. On se souvient des religieuses qui avaient été enlevées et des massacres perpétrés. Cependant, les inquiétudes persistent sur le soutien appuyé de la Turquie, notamment dans la prise de la ville de Kessab, contraignant sa population d'origine arménienne à fuir. Une opération qui n'a pu être menée, comme l'avoue un militant de l'opposition, qu'avec le soutien direct de l'armée turque. Les populations chrétiennes sont particulièrement visées par les terroristes armés qui les privent de célébrer leurs fêtes ou d'entrer dans leurs églises dans le meilleur des cas et qui dans le pire des cas procèdent à des crimes abjects et à des crucifixions. Toutes ces horreurs qui ne visent depuis 3 ans qu'à plonger le pays dans le chaos afin de contraindre au départ le président Bachar al-Assad et son gouvernement n'entament pas le moral des Syriens et de leur président. Pour Bachar al-Assad, la crise syrienne en serait même arrivée à un tournant en faveur des autorités de Damas en s'appuyant sur les victoires de l'armée dans la guerre contre le terrorisme. Malgré les attentats à la voiture piégée qui ont fait plusieurs victimes ces derniers jours, la préparation de l'élection présidentielle se maintient dans ce contexte de guerre civile. Jusqu'à présent, Bachar al-Assad, comme son père précédemment, avait été élu par référendum. La nouvelle constitution approuvée en 2012 donne pour la première fois la possibilité à plusieurs candidats de se présenter. Cependant, les conditions requises limitent fortement le nombre de candidats car le Parlement syrien a approuvé le 14 mars des clauses qui empêchent de facto les figures de l'opposition en exil de se présenter. Ces clauses stipulent en effet que le futur président doit avoir vécu en Syrie de manière continue au cours des 10 dernières années. Bachar al-Assad, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature, avait affirmé en janvier dans une interview à l'AFP qu'il y avait de fortes chances qu'il se représente.
Or, rien ne va plus entre les factions qui s'affrontent au sein même de la coalition de l'opposition syrienne soutenue par les monarchies arabes et les puissances occidentales. Pire, selon de récentes études réalisées par les ministères des Affaires étrangères des autoproclamés amis de la Syrie, aux prochaines élections présidentielles, Bachar al-Assad pourrait être plébiscité par la population syrienne. Un résultat impensable pour ces héros de la démocratie occidentale qui, comme à leur habitude, semblaient vouloir proclamer les résultats des élections avant qu'elles n'aient lieu. Devant un tel désastre annoncé pour la rébellion, on reprend les bonnes vieilles méthodes, comme pour le golfe du Tonkin ou les armes de destruction massive en Irak, car plus un mensonge est gros et plus il a des chances d'être cru. Et voilà une nouvelle attaque chimique qui tombe à point nommé. Elle aurait fait 2 morts et plus de 100 blessés dans l'ouest de la Syrie. La Russie s'en inquiète et a demandé qu'une enquête soit menée sans délai. Elle s'étonne d'ailleurs du silence des autorités américaines et plus généralement de ses alliés vassaux. Selon le ministère des Affaires étrangères russe, cette attaque ne vise qu'à saborder le processus de désarmement chimique en cours et ne peut être imputée qu'à des pays qui favorisent les terroristes. Cette semaine, un ancien chef de service de lutte contre le terrorisme, Alain Marceau, a déclaré que c'était nos amis djihadistes qui avaient enlevé et gardé ces 4 otages. Il est aussi revenu sur le principe du gouvernement français de ne pas verser de rançon aux preneurs d'otages et s'est écrié, je cite, qu'on cesse de nous prendre pour des cons. Il semble effectivement savoir de quoi il parle. Nous avions signalé l'an passé aux fidèles de ProRussia.tv le travail de quelques vignerons français venus revaloriser le vignoble russe, principalement dans le Caucase du Nord et dans les régions bordant la mer Noire. Des vignobles parfois millénaires qui ont failli disparaître avec la désastreuse décision de Gorbatchev de les arracher pour enrayer vainement l'alcoolisme. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler de 2 vignerons russes d'origine moscovite, très réputés et même mondialement célèbres. Alexis Lichine, qui va jouer un rôle clé dans la promotion du vin français à l'étranger et dans l'étiquetage des variétés de vin en Amérique. Également écrivain, il est l'auteur de la célèbre encyclopédie des vins et des alcools de tous les pays, éditée pour la première fois en 1980 chez Robert Laffont. Son fils, Sacha, valorisera quant à lui un vignoble de basse renommée pour en faire un des joyaux du vignoble français. Alexis Lichine est né en 1913 à Moscou. Son père, un riche banquier, doit s'enfuir en 1917 en Europe occidentale pour mettre sa famille à l'abri des persécutions criminelles des bolcheviks qui allaient bientôt transformer la Russie en enfer. Alexis quitte donc Moscou par le transsibérien, coincé entre sa sœur Irène et Natacha, sa gouvernante. Grâce à quelques titres et à de l'or sauvegardé par son père, ils vont s'installer à Paris avant de rejoindre les États-Unis en 1919 pour refaire fortune. Alexis entre à l'université de Pennsylvanie, mais dès qu'il le peut, il devient journaliste. C'est ainsi qu'en 1932, le New York Herald Tribune le renvoie à Paris avant de poursuivre dans les départements d'Algérie. En 1934, il démissionne de son journal et rentre à New York, bien décidé à profiter de la levée de la prohibition qui a favorisé l'explosion du marché américain des vins et des spiritueux. Son but, devenir le représentant exclusif d'un certain nombre de négociants français de vins haut de gamme. Il tente de créer sa propre entreprise mais échoue au bout d'1 an. Il travaille alors chez d'importants négociants avec un tel succès qu'on le qualifia aux États-Unis de pape du vin. Rendu à la vie civile après la guerre, il reprend ses activités de négociant, parcourant inlassablement les États-Unis pour y vendre des vins de Bourgogne et de Bordeaux à la tête de sa propre société, Alexis Lichine et compagnie. En 1949, il revient définitivement en France et s'installe à Margaux pour mettre en place une société d'expédition de vins en Amérique. Il devient l'année suivante le responsable des exportations de Château-Aubryon et pendant une vingtaine d'années, un grand exportateur de vins français de première qualité outre-Atlantique. À partir du début des années 70, son influence commence à décliner et il met sa réputation au service de l'écriture. Il fait paraître en 9 langues une encyclopédie des vins et des spiritueux qui fait toujours autorité, ainsi qu'un guide des vins et vignobles de France publié en 6 langues. Devenu un des plus éminents dégustateurs de Bordeaux dès 1950, il est reconnu par ses pairs dégustateurs bordelais comme l'un des meilleurs d'entre eux. Il a également publié Vins de France, Guide de vins et vignobles de France et l'encyclopédie d'Alexis Lichine des vins et spiritueux.
En 1951, il fait l'acquisition du château Cantenac-Prieuré, un vignoble classé Margaux qu'il avait visité l'année précédente et auquel il joint une partie de celui du château Lacombe, son voisin. En 1953, après avoir rebaptisé son principal domaine en château Lichine-Prieuré, il agrandit son patrimoine en acquérant en Bourgogne les vignobles de Latricière à Gevrey-Chambertin et Bonnemare, un autre grand cru de la Côte de Nuit à Chambol-Musigny. En 1959, Alexis Lichine fait partie d'un comité qui essaye sans succès de réviser la classification officielle des vins de Bordeaux qui date de 1855. Sans se décourager, il publie en 1962 son classement des grands crus rouges de Bordeaux, dont il fait plusieurs révisions au cours des années suivantes, tout en continuant sa campagne pour des mises à jour. Ce qui lui vaudra d'être surnommé le doyen des compilateurs de classification non officielle. Alexis Lichine meurt d'un cancer au château Prieuré Lichine le 1er juin 1989 à l'âge de 76 ans. Son fils André Sergueï Alexis Lichine, dit Sacha, est né en 1960 à Margaux. Après des études aux États-Unis, il succède à son père à l'âge de 27 ans. Il avait commencé par créer sa propre société de tourisme viticole de luxe, la Sacha Lichine International, au sein de laquelle il organisait des visites des vignobles français à destination de riches touristes américains. Après 10 ans à la tête du vignoble paternel, il décide en août 1999 de le revendre à la surprise générale, puisque de son propre aveu, je cite, « il n'y avait plus grand-chose qu'il pouvait faire avec le prieuré ». Nombreux sont ceux qui l'ont traité de fou. Mais lui avait un autre projet en tête, celui de racheter en 2006 le château d'Éclans, une magnifique demeure du style 18e située à 20 km de Fréjus. Le château produit un rosé léger pour les estivants des plages voisines. Fort de son expérience bordelaise et bien secondé, Sacha Lichine va élaborer un rosé à la façon des grands crus. Avec la cuvée Garus, c'est un pari réussi. Son rosé est aujourd'hui le plus cher du monde, de l'Amérique à la Russie. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.